Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Alors que l'insurrection gagne du terrain en Libye, des rumeurs contradictoires circulent sur la fuite de Mouammar Kadhafi, invisible depuis le début de la révolte. Sur place, le bilan s'alourdit à plus de 233 morts. Selon la chaîne Al Jazeera, l'armée de l'air tire sur la foule à Tripoli et à l'instant, on apprend que l'espace aérien, justement au-dessus de Tripoli, est fermé. Analyse de cette situation qui s'enflamme ce soir dans un instant. C'est le passage incontournable des politiques de tous bords. On va se bousculer cette semaine au Salon de l'Agriculture après le président Sarkozy qui y était dès samedi. Martine Aubry et François Bayrou sont attendus cette semaine. Tous courtisent le vote agricole, pas forcément acquis à la droite. Notre invité, c'est Xavier Belin, le tout nouveau président de la FNSEA, principal syndicat agricole français. Dominique Strauss-Kahn continue de jouer avec les nerfs des socialistes après un séjour parisien ultra médiatisé. On n'en sait pas plus sur ses intentions pour l'élection présidentielle, mais le directeur du FMI en a profité pour insister sur les souffrances sociales en Europe. On en parle avec l'éditorialiste François Dorcival. C'est tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Les habitants de Tripoli racontent les mêmes scènes de chaos et de terreur depuis des avions et des hélicoptères de combat. L'armée de l'air aurait ouvert le feu sur les manifestants. C'est la confusion qui règne ce soir sur la situation réelle dans le pays. Plusieurs villes, dont Benghazi, seraient tombées aux mains des manifestants. La France condamne ce soir l'usage inacceptable de la force. Claire Debuzet. Chaque heure qui passe voit la Libye sombrer un peu plus dans le chaos. Pour mater la révolution, le pouvoir semble prêt à tout. Ce soir, la télévision d'État a annoncé plusieurs morts dans une opération menée contre ceux que le régime appelle des saboteurs, allant jusqu'à utiliser des armes de guerre. Des avions et des hélicoptères de l'armée de l'air ont même tiré sur des manifestants réunis à Tripoli. Selon les ONG, plus de 233 personnes seraient mortes en 2 jours. La situation sur place reste confuse. Cet après-midi, 2 avions de chasse libyens et 2 hélicoptères se sont posés à Malte. Les pilotes auraient déserté après avoir refusé de tirer sur les manifestants. Plusieurs villes sont désormais aux mains des opposants. Depuis la nuit dernière, Benghazi, la 2e ville du pays, est sous le contrôle des manifestants. À Zaoui, près de la frontière tunisienne, la police libyenne a déserté. Hier, à la télévision libyenne, l'un des fils de Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam, s'est montré menaçant. La Libye n'est ni la Tunisie ni l'Égypte. Il y aura des fleuves de sang dans toutes les villes de Libye. Par crainte d'une guerre civile, les pays européens évacuent leurs ressortissants. Plusieurs grandes entreprises rapatrient leurs salariés, comme les groupes pétroliers BP ou Total. Ce soir, Nicolas Sarkozy condamne l'usage inacceptable de la force contre les manifestants. Et l'hypothèse d'un départ de Mouammar Kadhafi pour le Venezuela, évoquée dans la journée à Bruxelles par le secrétaire au Foreign Office William Hague, a été démentie ce soir par le vice-ministre libyen des Affaires étrangères. Même son de cloche tout à l'heure du côté du Venezuela qui affirme que le guide est bien en Libye ce soir. Mais sur place, les entreprises étrangères organisent le rapatriement de leurs expatriés. On va écouter justement quelques réactions à leur arrivée en France. Il y a eu des tirs là toute la nuit à l'arme légère, alors qu'à Benghazi, ils avaient tiré à l'arme lourde. Nous, on a gagné l'aéroport ce matin et d'autres sont arrivés plus tard, jusqu'à 8h30. On pouvait aller à l'aéroport très facilement. J'ai vu des poubelles brûlées, j'ai vu des gens courir, j'ai vu des armes mais pas tirer, j'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Des feux dans les rues, beaucoup de gens manifester, j'ai vu des barres de fer, des choses comme ça. J'ai vu des gens partir en me disant de ne pas continuer dans la rue parce que là-bas ça tirait, j'ai vu des choses comme ça. Voilà pour ces quelques expatriés de retour donc en France. À noter que l'Espagne et l'Italie recommandent à leurs ressortissants ce soir de quitter la Libye, alors que l'on a appris il y a quelques instants que l'espace aérien au-dessus de Tripoli est fermé jusqu'à nouvel ordre. On va parler de cette situation qui s'enflamme ce soir avec notre invité, l'historien Charles Saint-Pro. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur également de l'Observatoire d'études géopolitiques. Alors la Libye, on va parler quand même des victimes, a battu ce soir en quelques jours le triste record du nombre de victimes. Est-ce que c'est un régime finalement qui ne reculera devant rien ? Oui, parce que c'est un régime aux abois, visiblement,
et qui ne reculera devant rien pour essayer de maintenir son pouvoir, d'autant qu'il n'y a pas de solution de sortie. On n'est pas du tout dans le cadre des révolutions égyptiennes ou tunisiennes qui ont été ordonnées et peut-être même encadrées, y compris par des puissances étrangères d'une certaine façon. Là, il est clair que c'est le chaos total, que c'est un soulèvement du peuple libyen tout seul, qui n'a pas d'encadrement parce que le régime, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ne laissait aucun espace de liberté. Il n'y avait bien sûr pas de parti politique, pas de syndicat, pas d'association, donc c'est un mouvement spontané et qui est en train de s'étendre. Et je pense que, sauf à tirer dans le tas comme ils ont commencé à le faire, mais qui n'est sûrement pas une solution, le régime aujourd'hui est vraiment aux abois. Qui prend les décisions? Qui est le chef des opérations aujourd'hui? Est-ce que c'est encore le guide ou est-ce que c'est son fils qu'on a vu s'exprimer d'une manière arrogante, même méprisante à la télévision hier? Oui, alors c'est d'ailleurs intéressant parce que ce Saïf al-Islam qu'on présentait comme le modéré de la famille, le réformateur, le réformateur, le visage humain du régime libyen, vient de nous dire qu'ils étaient prêts à noyer la révolte dans le sang. Bon, donc ça donne une idée de l'état de panique. Ceux qui prennent la décision, c'est le clan rapproché, hein. C'est Kadhafi, ses fils, puisque ce régime est un régime népotique, et puis la petite garde rapprochée qui est autour et qui est d'origine tribale. En fait, on ne comprendra rien à l'affaire libyenne si on ne prend pas conscience que c'est le tribalisme, les clans, les castes qui régissent la Libye, et que en fait Kadhafi, lui, appartient à une petite tribu qui est dans la région de Sirte, qui n'est pas la plus prestigieuse, qui n'est pas la plus grande, enfin elle est même plutôt l'une des plus petites, qui n'est pas la plus citadine. C'est une tribu de Bédouins, d'où cette fameuse histoire des tentes qui le hante, et que la révolte est partie d'un grand centre traditionnel libyen qui est Benghazi, qui est la ville des Sénoussis. Humilié par, on le dit souvent, par le guide délaissé, humilié et haï, parce que Benghazi, c'est la Cyrénaïque, c'est le fief des Sénoussis, c'est le fief des anciens imams, des anciens rois, et aussi de cette grande confrérie Sénoussi qui a un peu formé la Libye, qui a été le grand mouvement d'inspiration de cette région jusqu'à la révolution qu'a faite Kadhafi. Donc il y avait une véritable haine contre Benghazi qui restait toujours à la traîne par rapport aux autres. Alors la révolte est partie de Benghazi, hein, où il y avait vraiment une haine contre le régime. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est en train de s'étendre. C'est qu'elle n'est plus uniquement circonscrite à la Cyrénaïque et aux zones tribales, elle dépasse et elle est en train de s'étendre à tout le pays. Le scénario, même si c'est très compliqué évidemment, mais qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures? Est-ce qu'il pourrait y avoir une accélération des événements? Je crois que si la révolte continue à faire tache d'huile, et je crois que le peuple libyen, depuis 40 ans qu'il supporte les foucades de ce monsieur qui a quand même ruiné le pays, qui a dilapidé les richesses. Souvenons-nous de cette fameuse rivière verte qui devait faire de la Libye une grande puissance agricole, et où c'est des dizaines de milliards de dollars qui ont été investis en pure perte, et puis toutes les dépenses militaires, plus tout l'argent de la corruption et tout ça. Je crois que le peuple libyen en a vraiment aujourd'hui l'intention d'en finir avec ce régime qu'il a très maltraité, parce que les Libyens, qui sont le pays le plus pétrolier, le numéro 2 de l'Afrique, devraient vivre comme des nababs, et c'est sûrement le pays où on vit le plus mal au Maghreb. Justement, Charles Saint-Pro, Mouammar Kadhafi, vous l'avez dit, dispose d'une arme, d'un atout important, le pétrole, une manne pétrolière impressionnante. On va en parler avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombault qui est là. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Il y a les conséquences directes de tout cela, c'est-à-dire les cours du brut qui flambent, qui explosent. Est-ce que c'est la question libyenne qui est au centre de tout cela? Disons, c'est la question libyenne qui s'ajoute à deux autres. D'abord, ce choc a commencé avec l'affaire égyptienne, où tout de suite on a posé la question du canal de Suez, où transite 5% du pétrole mondial. Bon, les choses se sont calmées de ce côté-ci, en tout cas en matière sur le canal de Suez lui-même. Deuxième choc, c'est Bahreïn. Là, c'est le problème du Golfe qui a été tout de suite posé. Quel va être le rôle de Bahreïn dans... Là, 40% du pétrole passe par le golfe arabo-persique. Et donc, troisième choc,
la Libye. La Libye est un petit producteur de pétrole, mais pas un producteur marginal de pétrole. Il fait en gros 2%, on est autour de 2 millions de barils jour, 2% de la production mondiale de pétrole, ce n'est pas considérable. C'est quand même l'un des premiers producteurs de pétrole d'Afrique, deuxième ou troisième, après, l'Angola et le Nigeria, mais c'est surtout la première réserve de pétrole de toute l'Afrique, puisqu'il fait à peu près 50 milliards de barils dans son sous-sol. Et la question est double, elle n'est pas simplement de savoir quel va être l'approvisionnement pétrolier à court terme, mais qui peut éventuellement mettre la main sur ces réserves gigantesques à l'intérieur de la Libye, qui en plus produit un pétrole d'excellente qualité. Cela dit, sur le court terme, c'est pas négligeable non plus, parce que par exemple pour la France, c'est à peu près 8% du pétrole qui vient chez nous provient de Libye. Ça se promène surtout pour l'Italie, puisque 15% de son pétrole vient de Libye. Donc ce n'est pas, disons, négligeable, mais c'est quand même relativement faible. Et cette hausse, Jean-Louis, elle va se poursuivre? Alors justement, comment se fait-il qu'un pays producteur, qui n'est pas un grand pays producteur, provoque cette flambée? Le pétrole a quand même pris 3 à 4 dollars dans la journée, puisqu'on est au-dessus des 105 dollars. C'est parce que la situation mondiale pétrolière est tendue. C'est-à-dire qu'il y a eu les 3 chocs dont j'ai parlé, mais c'était sur une base structurellement haussière maintenant depuis plusieurs mois. En gros, on produit 88 millions de barils jour, et sans doute cette année, en 2011, la demande sera supérieure à l'offre. Cela dit, l'OPEP nous affirme qu'elle a 5 millions de barils sous le coude, qu'elle pourrait sortir, qu'il y a des capacités inutilisées qui pourraient approvisionner le marché en cas de trop forte flambée, quoique les Saoudiens ont bien dit, si c'est seulement la spéculation qui fait monter le pétrole, nous ne débloquerons pas nos réserves. Donc il y a quand même quelques réserves. Le problème qui va nous être posé dans les semaines, les mois qui viennent, c'est pas tellement la flambée, c'est qu'on va subir des secousses permanentes. Nous sommes sur une tendance quand même de ralentissement de la conjoncture mondiale, donc c'est pas très bon pour la demande de pétrole. Mais comme les capacités en dehors de l'OPEP sont extrêmement tendues, dès qu'il y a un événement un petit peu incongru qui se passe sur le marché, on assiste à des flambées, et c'est ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Charles Saint-Pront, on va finir ensemble avec cette information. C'est le très influent théologien qatari d'origine égyptienne, vous devez le connaître, Cheikh Youssef El-Qaradawi, qui a émis donc ce soir une fatwa appelant l'armée libyenne à assassiner Muammar Kadhafi pour en débarrasser la Libye. En un mot, l'armée libyenne, elle va avoir un rôle important comme elle l'a eu en Tunisie ou en Égypte? Je pense qu'il ne faut pas surestimer l'armée libyenne, car Kadhafi s'en méfiait beaucoup. Elle est très peu armée, ce qui est le fond de ses forces. C'était des milices spéciales comme la Brigade Éclair ou des choses comme ça. L'armée libyenne, elle n'est pas pour la répression. Elle peut faire défection, mais elle n'est pas très armée, elle n'est pas très organisée, elle n'est pas très performante. Et des éléments de l'armée libyenne ont déjà d'ailleurs fait défection sans attendre le cheikh Qaradawi, qui est un prédicateur des frères musulman bien connu, qui est rentré en Égypte récemment, qui est d'ailleurs un intellectuel de premier ordre. Bon, mais qui, je ne pense pas que ce genre d'appel soit vraiment entendu en Libye, où d'ailleurs l'influence Sénoussi, de la confrérie Sénoussi, reste très vive. Hein, et donc, je ne crois pas que... Ce sont les Libyens qui ont leur destinée entre leurs mains. Les Libyens ont aujourd'hui leur destin entre leurs mains, et de tout ce qui se passe dans cette région, c'est peut-être les seuls où il y a une vraie révolution nationale, qui n'est pas organisée par l'étranger. Merci beaucoup Charles Saint-Pront pour cette analyse. Merci encore Jean-Louis. À noter qu'à Bahreïn, à présent, 8e jour de la contestation, bien le bilan s'est alourdi aujourd'hui à 7 morts et la contestation s'est durcie. L'opposition chiite prépare une démonstration de force. Ce sera demain dans les rues de la capitale, Manama. La suite du 22h à présent, tout autre chose et retour à l'actualité nationale avec le passage incontournable des politiques de tous bords. On va se bousculer cette semaine au Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme de France. Après le président Sarkozy qui était dès samedi, Martine Aubry et François Bayrou sont attendus cette semaine. Alexandra Colino. Le blé serait-il devenu de l'or? À 260 € la tonne, cette céréale coûte aujourd'hui près de 3 fois plus cher qu'il y a 5 ans. Rien qu'en un an, son prix a doublé. Le blé, comme le maïs ou le soja, certains s'en servent pour nourrir leurs vaches et leurs cochons. Une matière première devenue hors de prix pour des filières au bord de la crise. Je sais combien je perds par an. L'année dernière, j'avais perdu plus de 30 000 €. Globalement sur la nourriture, quoi. Oui, globalement sur la nourriture. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour reprendre des crédits pour pouvoir continuer. Je trouve ça un petit peu aberrant.
Le premier maillon de la chaîne, ce sont les céréaliers, les bienheureux de l'histoire en quelque sorte, ceux qui gagnent quand les cours s'envolent. Des prix très élevés comme ça, c'est quelque part se tirer une balle dans le pied, dans la mesure où nos clients éleveurs, qui sont premiers consommateurs en France avec 50% de la production de céréales, la prennent de plein fouet. Et je dirais, tirer sur notre premier client, c'est dommageable. Moi, je suis confronté au marché mondial, je profite des hausses, je subis les baisses. Le consommateur français, il est un petit peu tranquille et à l'abri de tout ça au niveau aujourd'hui de sa consommation de viande. Mais céréaliers et éleveurs s'accordent sur un point. Pour que chacun s'en sorte, le consommateur aussi devra mettre la main à la poche. Les difficultés des agriculteurs et puis leurs attentes, on va en parler avec notre invité ce soir. C'est le tout nouveau président de la FNSEA. C'est le principal, la FNSEA, syndicat agricole français, Xavier Belin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, c'est votre premier salon de l'agriculture en tant que président. Oui. Comment vous avez été accueilli ? Oh, écoutez, l'accueil pour moi, il a pas vraiment changé. Ce qui était important en ce début de semaine, c'était de sonder l'ambiance générale. Elle est contrastée parce que, comme ça vient d'être dit dans votre reportage, il y a une partie de l'agriculture qui va mieux qu'en 2009. Il y en a une autre qui va plus mal parce que le cours des matières premières, c'est un peu la même anecdote la même situation que sur le pétrole qu'on vient d'évoquer. Oui. Forte hausse des matières premières, donc impact sur l'aliment du bétail et forcément des revenus des éleveurs qui sont aujourd'hui extrêmement compliqué. Justement, vous parlez d'une situation contrastée, parce que cette hausse des prix des matières premières, on peut dire qu'elle fait souffrir évidemment les éleveurs, oui. Mais on ne va pas dire qu'elle fait sourire les céréaliers, mais les avantages, est-ce que les seconds sont solidaires des premiers, et donc vous, puisque vous faites partie de la seconde catégorie? Oui, écoutez, je suis aussi éleveur. Aussi. Oui. Non, je crois qu'il faut remettre les choses un peu dans l'ordre. D'abord, nous avons pris des initiatives pour faire en sorte qu'entre les filières végétales et les filières animales, on puisse travailler de meilleure façon, et en particulier sous une forme de contractualisation qui permette à la fois de mieux lisser les prix des matières premières et au fond avoir une sorte de mutualisation. Des contrats de solidarité, c'est ça? Oui, alors solidarité, c'est pas un terme très économique, mais faire en sorte qu'on évite, qu'on amortisse en tout cas cette hausse qui devient absolument ingérable pour les éleveurs, mais aussi pour les consommateurs. Ils sont en cours, ils vont être... On est en train de les discuter. Donc ça, c'est un volet très professionnel. C'est entre nous, si je puis dire, éleveurs, céréaliers. Mais il y a un autre aspect qu'il faut avoir en tête et sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est comment faire en sorte qu'on puisse quand même répercuter ce prix des matières premières sur le produit fini. Et nous avons fait une proposition très concrète, à la fois aux industriels et à la grande distribution. J'espère que nous serons suivis. Il s'agit tout simplement de repérer dans un produit fini, par exemple un yaourt, une côte de porc, quelle est la part de matière première dans ce produit fini et pouvoir indexer en quelque sorte en fonction de... On peut déjà dire aux téléspectateurs, aux consommateurs qu'il va devoir mettre encore plus sa main à la poche. Oui, mais ça ne peut être que conjoncturel. Ce que je dis très clairement, c'est que ça doit monter. Ça peut augmenter lorsque les prix des matières premières montent, mais ça doit redescendre lorsque le prix des matières premières descend. Il s'agit pour nous de jouer la transparence. Nous ne sommes pas là pour duper le consommateur, bien au contraire. J'ajoute simplement que quand je regarde les chiffres sur 10 ans, en gros, il y a 10 ans, le consommateur moyen français dépensait 16% de ses ressources dans l'alimentation. On est passé à 11% dernièrement. Et dans ces 11%, il n'y a que 3% de matières premières agricoles. Donc il faut aussi que là-dessus, maintenant, on raisonne un peu autrement et qu'on se dise que la matière première agricole, elle a une valeur en soi. Elle ne peut pas être la variable d'ajustement. Xavier Belin, vous êtes évidemment en contact des agriculteurs, vous en êtes. Et puis vous êtes aussi au contact du monde agricole. Nicolas Sarkozy a entrepris, on va le dire, une offensive de charme auprès du monde agricole. Il y a eu beaucoup d'attention. Est-ce que vous y êtes sensible, et puis le monde agricole aussi? Écoutez, je pense que le président de la République, cette année, a pris le temps. Il a pris le temps de visiter. Il a compris qu'il ne fallait pas faire la même chose que l'année dernière. Oui, je pense qu'évidemment, on a commenté, c'est pas à moi de recommenter ses commentaires. J'ai quand même remarqué qu'il avait vraiment pris le temps à la fois d'écouter ce que les éleveurs avaient à lui dire, il a pris le temps de répondre, et puis derrière ça, face à 8 agriculteurs, il s'est exprimé sur la plupart des sujets qui nous concernent aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs en termes d'ambition, de projets, de perspectives pour l'agriculture, et Dieu sait si nous en avons, le G20, la PAC, ces questions de compétitivité, mais en même temps... Vous vous sentez en adéquation avec ce monde agricole? Parfois, d'ailleurs Jean-Michel Lemétayer, qui était avant vous à ce poste, disait que parfois il y avait, disons, du flottement entre lui et le monde agricole. Vous sentez qu'il est plus en phase aujourd'hui? Je crois que chacun ses responsabilités. Moi, mon job, si je puis dire, c'est de représenter les producteurs, tous, toutes les formes d'agriculture. Non, mais c'est de faire en sorte que je sois en quelque sorte le porte-parole, le porte-voix
à la fois des difficultés d'un côté, mais des ambitions de l'autre. Et quand j'explique au président de la République, par exemple, qu'entre la France et l'Allemagne, désormais, un fossé se creuse parce que les Allemands sont beaucoup plus compétitifs que nous, il me semble qu'il y a quelques décisions aussi à prendre pour alléger le coût du travail, par exemple, pour faire un certain nombre de réformes qui seraient salutaires à l'économie agricole. Mais vous connaissez bien, évidemment, ce monde agricole. On a souvent dit que le vote agricole, s'il existe, ce vote est acquis à la droite. Est-ce que compte tenu du mécontentement qui peut exister, du risque du déclassement pour les jeunes agriculteurs, est-ce que ce monde agricole peut être séduit par des discours plus extrêmes? Est-ce que vous le craignez? Est-ce que Marine Le Pen, aujourd'hui, leur propose des choses qui peuvent être Écoutez, moi, je n'ai pas encore entendu Marine Le Pen s'exprimer sur l'agriculture. Il se trouve que depuis mon élection le 16 décembre, j'ai rencontré déjà plusieurs leaders politiques de droite et de gauche pour échanger avec eux, pour comprendre quelles étaient aussi leurs attentes et leurs objectifs. Je note d'ailleurs que sur l'analyse, la plupart de ces dirigeants politiques se rejoignent. Ils se rejoignent sur le constat. Maintenant, sur les solutions à mettre en œuvre, il y a forcément quelques divergences. Pour ce qui est du chef de l'État lui-même, moi je veux dire très clairement qu'il a pris une initiative sur laquelle nous apportons notre soutien, avec évidemment des questionnements, mais c'est en particulier cette question de la régulation des matières premières à l'échelle mondiale qu'il veut faire partager à ses collègues du G20. Nous serons présents également sur ce thème-là en milieu d'année. Alors, vous serez présent. Une dernière question, peut-être que vous aurez plus de facilité à parler de ce président-là. C'est Jacques Chirac, star du Salon de l'Agriculture. Il reste l'homme politique préféré des agriculteurs et puis peut-être le vôtre aussi. Non, il sera présent demain. Il sera présent demain sur le salon. Nous l'accueillerons parce que d'abord par respect et puis de fait, oui, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un qui a toujours. Je crois qu'il aime ça profondément. Bon, vous savez, on a tous nos passions ou nos faiblesses. Je crois que l'agriculture fait partie de ses passions et ses faiblesses pour Jacques Chirac. En tout cas, bon, ce sera avec plaisir que nous l'accueillerons. Néanmoins, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, ce qui compte pour l'agriculture française, c'est peut-être moins les postures politiques que la capacité à nous faire rentrer véritablement dans le XXIe siècle et surtout à faire en sorte que dans une Europe qui attend beaucoup de ses agriculteurs aujourd'hui, la France trouve sa place et en particulier une place de leader. Moi, c'est mon objectif. Et ce sont vos défis, on l'a compris, voilà, vos ambitions à la tête de la FNSEA. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Xavier Belin d'être venu. C'était la première sur ce plateau. Nous vous recevions et puis à très bientôt, je l'espère. La suite du journal, avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Simon Barbary. L'objectif était de mettre un terme à la rivalité entre Areva et EDF-GDF Suez. Ce soir, à l'Elysée, se tenait un conseil de politique nucléaire. L'État a annoncé la création d'un comité stratégique de l'énergie nucléaire regroupant tous les acteurs de la filière. Un partenariat global avec la Chine a également été évoqué pour la mise au point d'un réacteur de 3e génération. En revanche, aucune décision n'a été annoncée concernant une éventuelle montée d'EDF dans le capital d'Areva. Ali Bongo a été reçu ce matin par Nicolas Sarkozy. Une visite diplomatique du président gabonais chahuté. L'association Jeudi Noir et une dizaine de militants d'un collectif pour la libération du Gabon ont manifesté contre ce qu'ils nomment une disqualification de la diplomatie française. Une manifestation destinée à dénoncer les biens mal acquis par Ali Bongo. Aujourd'hui à Libreville, l'opposition gabonaise appelait à de larges manifestations pour exiger le départ d'un président usurpateur. À peine annoncé par Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen s'invite dans le débat sur la laïcité et la place de l'islam et accuse carrément le gouvernement de cacher les chiffres de l'immigration. Selon la patronne du FN, la délivrance des titres de séjour aurait augmenté de plus de 13% en 2010. N'hésitant pas à faire référence à Jean Moulin, Marine Le Pen en appelle même à la résistance des fonctionnaires des préfectures. Alors à défaut de compter sur le gouvernement, nous faisons appel aux Jean Moulin de l'administration, aux fonctionnaires patriotes qui veulent organiser ce qu'il faut bien appeler la résistance à cette politique insensée. Jean Moulin est mort, torturé, exécuté par les nazis dans une France occupée par les nazis. Toute comparaison aujourd'hui avec une situation pareille est une comparaison historiquement inadmissible. Martine Aubry est la meilleure candidate pour la présidentielle. Au lendemain de la tournée médiatique française de Dominique Strauss-Kahn, Benoît Hamon a fait son choix. Le porte-parole du PS n'a que peu goûté aux interventions médiatisées du patron du FMI. Une vaste opération de communication sans prise de position, a-t-il déclaré. Pour le porte-parole du PS, Martine Aubry a quant à elle montré sa capacité à rassembler la gauche et à remettre l'égalité au cœur du projet socialiste.
Dominique Strauss-Kahn, il continue de jouer avec les nerfs des socialistes après un séjour parisien ultra médiatisé. On n'en sait pas plus sur ses intentions pour l'élection présidentielle, mais le directeur du FMI en a profité pour insister sur les souffrances sociales en Europe. On en parle avec l'éditorialiste de Valeurs Actuelles, François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors François, on attendait beaucoup de cette interview, cette intervention hier de Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son désir de relever le gant en 2012 ? Oui. Ah. Oui, absolument, parce que cette tournée médiatique n'aurait aucun sens. Il n'aurait pas répondu à France 2, il n'aurait pas répondu aux Parisiens s'il n'avait pas vraiment l'intention d'y aller. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas le dire. Et qu'en plus, comme on suppose que la droite et le gouvernement l'accuseraient de mettre en cause la mission qui est la sienne comme directeur général du FMI, alors que la France assure la présidence du G8 et du G20, et que le FMI joue un rôle essentiel dans cette affaire, il ne peut pas aujourd'hui abandonner ses fonctions. Donc il dit naturellement « j'assume ma mission ». Mais on voit bien en transparence que tout ceci constitue le décor d'une candidature. D'ailleurs, son discours, priorité au social, est-ce que ce n'est pas déjà le parler électoral, le parler de campagne ? Mais naturellement. Et quand il dit d'une manière forte comme ça, je suis indigné quand je vois tous ces gouvernements, européens, pour ne pas dire français, qui ne s'occupent que des élections et ne s'occupent pas de lutter contre le chômage et pour le redressement de leur économie, on se dit, mais attends, il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, là. Et il peut parler de lui-même aussi, qui prépare sa candidature et donc une campagne électorale. Et évidemment, tout est à interpréter parce qu'il y a du double sens là-dedans. Alors, ce qui est vrai, Sonia, c'est que, en effet, il veut commencer à nous faire penser qu'il est le mieux placé pour défendre, je dirais, une politique sociale dans cette campagne présidentielle. Et justement, François Dorcival, est-ce que c'est crédible un patron du FMI social au chevet des pays pauvres et des plus déshérités dans le monde ? Crédible, le mot est bien choisi parce qu'il veut nous faire prendre le FMI pour la Croix-Rouge. C'est une sorte de Croix-Rouge des finances publiques universelles. Il faudrait s'adresser aux Grecs, aux Portugais, pour ne parler que d'eux, pas à d'autres pays encore émergents ou d'Afrique ou d'Asie, pour qu'ils vous donnent leur propre avis sur le FMI. Et il serait probablement plus sévère que nous ne le sommes parce que nous n'avons pas encore eu affaire à lui. Alors François Dorcival, on regarde ensemble la question Figaro qu'on pose tous les jours à nos internautes. La voici, DSK, après son intervention télévisée, le pensez-vous candidat pour 2012 ? Eh bien écoutez, ils vous ont suivi, 52. Les internautes, oui à 52%, non à 36%. On attend donc maintenant l'atterrissage en douceur peut-être pour lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons en gros 4 à 5 mois devant nous, qui vont continuer d'ailleurs par être une présentation habile, comme celle qu'on a vue hier, de ces progrès vers la candidature. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble sur ce plateau. Merci beaucoup François Dorcival. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle, le principal titre, c'est la situation en Libye qui s'enflamme ce soir. Sur place, le bilan s'alourdit à plus de 233 morts. Selon la chaîne Al Jazeera, l'armée de l'air tire sur la foule à Tripoli et on apprend que l'espace aérien au-dessus de Tripoli est fermé dès ce soir alors que l'Espagne et l'Italie ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays. Voilà pour la situation sur place. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, un documentaire, la blessure, la tragédie des harkis. C'est sur votre antenne. Merci. Belle soirée à vous.
tous, je vous présente Al Capone, vache de race charolaise, vache, mouton, cochon, mais aussi volaille. Ce sont quelques 3500 animaux et 1000 exposants qui sont présents ici pour la 48e édition du Salon de l'Agriculture. Je vous propose chaque jour de prendre la clé des champs pour vous faire découvrir les coulisses de la plus grande ferme de France. Une petite partie de campagne pour vous faire partager un autre regard du monde agricole. Et justement, quel regard porte la société sur le métier d'agriculteur? Entre images d'Épinal et vision passéiste, les agriculteurs pâtissent souvent des clichés bien ancrés dans notre imaginaire collectif. À l'heure d'Internet et du numérique, le métier d'agriculteur n'a plus grand-chose à voir avec celui de nos arrière-grands-parents. Alors, entre mythe et réalité, qu'est-ce qu'être agriculteur aujourd'hui? Et c'est bien connu, la vérité sort de la bouche des enfants. Nous allons donc poser la question aux visiteurs en culotte courte. Agriculteur, c'est élever les animaux. Avoir des tracteurs, avoir des animaux, puis cultiver les champs. Ça traite les vaches, ça soigne les animaux, ça s'en occupe. C'est un fermier qui élève des animaux et qui cultive des plantes. Ouais, je pense. Ouais, c'est difficile. Parce que faut que ce soit que les terres soient bonnes, qu'il faut traiter par exemple à la bonne heure. T'aimerais bien être agricultrice? Non, je pense que ce serait trop dur. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? Un peu tout, s'occuper des animaux, savoir ce qu'ils ont. Et je pense pas que je serais. Je l'imaginerais avec un chapeau en paille et aussi avec une salopette, avec des bottes dans un tracteur rempli de boue. S'il n'y avait pas d'agriculteurs, on n'aurait pas à manger, il faudrait aller à la chasse. Quand on interroge un peu les gens et notamment les plus jeunes visiteurs, on se rend compte que finalement ils ne connaissent pas très bien la réalité de l'agriculteur et notamment de l'éleveur. Si vous vous adressiez là aux plus jeunes générations, qu'est-ce que vous leur diriez? En un mot, il faut aimer. Il est vrai que c'est un métier dur où on passe des heures à pas gagner beaucoup. C'est vrai. Néanmoins, si on aime, on retrouve une satisfaction. Un petit peu de l'argent, mais un grand bonheur par l'animal qui vous donne, qui vous renvoie ce que vous lui avez donné. C'est-à-dire que quand vous mettez un mâle avec une femelle, il vous donne des petits et vous aimez bien avoir le résultat de cet accouplement. Et ça, c'est une passion. C'est quoi votre journée type? Ça se passe comment? On vit 365 jours de l'année sur l'exploitation. Là, à cette époque, c'est l'hivernage et les vélages. Donc là, on est debout, moi, sur l'exploitation, une nuit sur 4, on fait une nuit de garde, grosso modo. Et ça, c'est un rythme assez corsé, quoi. Quand on dort pas la nuit, ça n'empêche pas que la journée, il faut quand même donner à manger aux vaches. Il n'y a pas de vacances pour les animaux? Les vacances, non, on ne connaît pas. Vous prenez jamais de vacances? Non. Et puis bon, avec les animaux, si peu qu'on